Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, monsieur Issoufou Maïga, président national de l'OTRAF, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso, mais également de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Bonsoir, monsieur Maïga. Bonsoir, monsieur Drago. Et merci pour votre disponibilité. Alors, monsieur Maïga, on va d'abord, comme de coutume dans cette émission, s'attarder sur votre parcours personnel. L'école primaire que vous avez fait à Wayugia, dans une école franco-arabe, une école fondée par votre papa. Donc, voilà. En 1987, vous obtenez votre BEPC. On va s'arrêter déjà à ce niveau pour comprendre comment s'est passé, en tout cas, ce passage de l'école franco-arabe à l'école classique. Est-ce que tout cela n'a pas été difficile pour vous? Ok, merci monsieur Drago, merci pour votre invitation. Également, je remercie les téléspectateurs qui seront à notre écoute. Bien vrai, tout n'est pas rose, mais je peux remercier les bons dieux, également rendre hommage à mon défunt père, Maïga Issa Kayouba, qui a eu quand même la vision pour ma personne et pour toute la famille. Et après le mariage avec ma mère, il a eu l'idée de mettre en place une école islamique dénommée Madrasatul Islamia li Tarbiyat wa Ta'alim. Donc école madrasa islamique pour l'éducation et la science. Donc j'ai eu l'opportunité, comme je suis né en 1972, le madrasa a été créé en 1971. À partir de 5 ans, j'ai pu quand même embrasser le CP1, la classe du CP1, étant dit que ma maman également est une institutrice. Donc ça, votre maman était institutrice, est une institutrice et enseignait dans la même école. Dans la même école, voilà, parce que la madrasa a été fondée pour elle, pour qu'elle puisse continuer à enseigner l'islam aux jeunes gens, etc. Donc j'ai eu cette opportunité et j'ai gradué extrêmement vite. J'ai sauté un peu de classe pour pouvoir obtenir le CP en 1983 et ensuite le BPC en 1987. Donc la vision du papa était tellement cohérente avec le monde et la réussite dans le monde. Donc ce qui veut dire qu'il faut accentuer forcément sur la religion et ensuite essayer également d'embrasser le monde. Donc c'est ce qui fait que nous avons en 2 temps, j'ai été formé en 2 temps. Donc en madrasa, école arabe, et ensuite école française de façon cumulative. En cours du jour, madrasa en cours du jour et en cours du soir, le français. Est-ce que ce n'était pas difficile? Parce que ne serait-ce que pour écrire, parce que l'arabe s'écrit de la droite vers la gauche, le français de la gauche vers la droite, ça c'est juste sur le plan physique, mais au-delà de ça, est-ce que véritablement ce n'était pas difficile de pouvoir mener de front donc, ces 2 formes d'éducation-là? Bon, à mon niveau, je peux affirmer que ça n'a pas été difficile. Parce que vous savez, quand on évolue en une école madrasa, à l'époque, nous mémorisions plus les leçons. Donc, c'était plus facile. Et encore, vous avez les calculs, c'est pareil. Extrêmement, l'histoire, encore, c'est pareil. La géographie, c'est pareil. Et même la grammaire, c'est pratiquement la même chose. En tout cas, je n'ai pas eu une difficulté pour me convertir en français. Donc, plutôt, ça m'a plutôt... Vous considérez que de partir de l'arabe, c'est plutôt un atout? C'est plutôt, en tout cas, ça a été un atout pour moi. En tout cas, après le BPC, je le disais, 1987, vous obtenez le CAP d'État, BEP comptabilité en 1991. Et là également, on a envie de comprendre en ce moment précis pourquoi le choix de la technique, ou pendant au moment où peut-être la plupart de vos camarades faisaient l'enseignement général, vous avez opté de faire la technique. Bon, je peux dire Est-ce que c'est vous ou bien encore c'était une décision du papa? Non, c'est l'orientation de mon père, de mon défunt père, qui m'a orienté comme ce qu'il pensait et comme encore de sa vision et de sa réflexion. Donc à partir de 1987, après le BBC, il m'a fait savoir que dans ce monde-là, pour réussir, il faut entreprendre. Et pour entreprendre, il faut savoir maîtriser les outils d'entrepreneuriat. Donc à partir de là, il a été convaincu et moi aussi il m'a convaincu qu'il faut que j'embrasse le monde le plus tôt possible. Donc automatiquement, à partir de 1987, je me rappelle très bien, après les classes en 1987, je suis allé directement dans sa boutique pour pouvoir commencer à travailler avec lui comme un agent simple, comme tout le monde, manœuvre, décharger ses marchandises, et ensuite caissier, ensuite etc. Et à la reprise, donc il m'a dit que ce qui me reste pour pouvoir
bien suivre mes activités de façon individuelle et dévoiler mes propres ailes, il faut savoir faire tes propres calculs, tes propres analyses. Il faut faire... donc, ce qui veut dire que son choix est porté sur la comptabilité. Et à l'époque, c'était une comptabilité commerciale. On nous enseigne les matières commerciaux, et ensuite la comptabilité et un peu le droit et les droits d'entreprise. Donc c'était déjà un choix qui était également orienté vers, en tout cas, vos projets. En tout cas, tout était acquis à ce moment-là. C'était le monde de l'entrepreneuriat. Oui, vous savez très bien qu'à l'époque, on ne discutait pas beaucoup controversé avec les parents, pas du tout. Le choix du papa a toujours été meilleur. Donc moi, je l'ai pris comme ça et j'ai adhéré à son idée. Sinon, si c'était ma propre initiative, j'ai voulu exceller et puis devenir un grand intellect, etc. Mais l'orientation du papa, je pense qu'il ne s'est pas trompé. Un papa, c'est toujours mieux pour son enfant. Vous auriez préféré peut-être être en costume, en tout cas 3 pièces, dans un bureau avec toutes les dorures qui vont avec. Bon, je ne dis pas aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais c'est l'image la plupart du temps qu'on a quand on est jeune. Non, vous savez, proprement dit, je peux peut-être dévoiler ces secrets aujourd'hui. Si ça tenait qu'à moi, j'allais devenir peut-être un grand chèque. Parce que ma maman était une institutrice madrasa et je savais que le commerce était très difficile. La réussite n'était pas à la portée de tout le monde. Et mon grand-père maternel était un grand marabout de Wayugia, bien connu. Et il s'appelait Aleg Issa Yarane, très bien connu dans le monde de l'idéologie islamique. Donc pour moi, pour le madrasa, il fallait plutôt exceller, aller à Médine ou à la Mecque, etc., pour devenir un grand imam, peut-être à la ressemblance du sec de Kouré. Pour moi, au départ, c'est ce qui était dans ma tête. Mais avec un peu le sens que j'ai eu en 87 avec mon défunt père, père à son âme, donc j'ai compris que le choix lui revient, mais pas me revient. Donc je n'ai pas eu beaucoup à discuter. J'ai accepté son choix et puis voilà. En tout cas, pour ce qui concerne le cursus scolaire, vous poursuivez donc jusqu'en terminale G2. Et comme vous l'avez dit, depuis 87, donc, dans le même temps, vous êtes déjà investi dans le milieu des affaires. C'est ça. Les transports, en l'occurrence, agent de service de transport à l'établissement Transmif. C'est ça. Transport Maïga Isaka et Frères, qui est bien sûr la société de votre défunt père. Puis chef de service transport, nous sommes en 1993. Déjà, on peut dire en ce moment-là que pour vous, l'école vous étiez déjà perdu pour l'école, disons. Non, en tout cas, pas pour des études, de longues études. Non, comme étant dit que dans le monde, il faut se perfectionner. Donc, j'avais fait l'option spéciale après l'orientation du papa et après sa formation pratique en entrepreneuriat, notamment parce que mon papa a fait tout, c'est pas uniquement le transport, il a fait du commerce international. C'est avec lui j'ai appris comment commander des marchandises. À l'époque, les déplacements étaient beaucoup limités. Il fallait soit faire les commandes par télégramme ou aller vers les services commerciaux des ambassades sur place ici pour faire le choix des produits. Il faut ouvrir des lettres de crédit et encore il faut avoir des certifications avant l'embarquement des marchandises. Donc après tout ça, j'ai compris que le monde est un perpétuel changement et il faut suivre un peu l'évolution du monde. Donc ce qui fait dire que je me suis beaucoup intéressé par les séminaires à distance et encore par les formations à distance en matière logistique et encore en matière commerciale et le droit international. Donc à chaque fois, soit je m'abonne ou si je vois un édito concernant le transport ou concernant le monde des affaires, j'approprie et je prends bonne lecture et s'il y a lieu également, je fais approche à mes devanciers pour mieux comprendre qu'est-ce qui veut dire X ou Y. Mais à l'époque, est-ce que ce n'est pas difficile? Parce que je rappelle que vous n'aviez même pas 25 ans et vous étiez dans la société. Quand on est déjà habitué à cet âge à manipuler de l'argent, en tout cas des sommes qui sont assez élevées pour des enfants de cet âge, est-ce que ce n'est pas difficile d'avoir la tête à autre chose? Non, pas du tout. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai été formé en entrepreneuriat. Si tu es formé en entrepreneuriat, tu es formé en économie. Et chaque fois que tu dépenses, tu as l'obligation de savoir qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est productif ou c'est pas productif. Donc je suis passé d'abord simplement comme agent commercial, où je n'arrivais pas à vendre. À 15 ans, je ne peux pas commercialiser en tant que tel, mais j'accompagnais les livreurs pour aller livrer les clients. Donc je faisais la manutention avec les livreurs. Ensuite, il a vu que j'ai évolué légèrement, je pouvais aller en banque malienne faire un versement, mais je ne peux pas faire un retrait parce que j'étais avec 15 ans, mais je pouvais faire un versement. Donc étant devenu également caissier, sans encore une autre grade. Ensuite, je suis devenu
forcément un agent international, quand il a des transferts, c'est moi qui remplis les transferts, c'est moi qui fais les formalités d'importation. À l'époque aussi au ministère du Commerce, il fallait faire des déclarations d'importation, il y a les AI, les avis d'importation également. Donc tout ça c'est une formation, mais je ne paie pas l'argent parce que l'argent ne m'appartient pas. Donc tous les soirs il faut rendre compte de ce que vous avez vendu également, et encore en fin de mois il faut faire l'inventaire également, et en fin d'année également il faut faire le bilan. Donc c'est une formation de longue haleine. Donc vous avez appris en forgeant. Oui. 1997, M. Maïga, vous créez votre première entreprise, la compagnie Maïga Issoufou et Frères, à tout juste 25 ans. Pourquoi en ce moment précis vous décidez de voler de vos propres ailes? Vous voyez, c'était un parcours quand même que à un moment il faut prendre une décision, il faut savoir également ce que vous voulez. Moi je suis ici d'une famille polygame. Le vieux, quand il retournait vers le bon Dieu, nous étions au nombre de 30. Donc, 30 enfants. 30 enfants. À partir de 1996, j'ai émis l'idée avec lui en voulant entreprendre pour mon propre compte. Donc, il n'a pas trouvé d'objection, mais il ne m'a pas accompagné financièrement sur place. Donc, au départ, il n'était pas beaucoup partant. Et par la suite, j'ai fait savoir que je souhaiterais entreprendre pour mon propre compte. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagné dans ces épreuves-là, parce que quand j'ai décidé d'entreprendre, il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragé, beaucoup aussi ont tenu à mes côtés pour m'accompagner, surtout mes amis, beaucoup sont toujours vivants, et à l'époque, je n'avais pas dans ma poche plus de 25 000 francs CFA pour commencer mes affaires. Donc j'ai commencé d'abord à faire une table, je peux dire que j'ai été tablier, et je vendais uniquement que des fruits et légumes en face du service de la migration, où j'ai une vente maximum de 8 000 francs par jour. Voilà, et que je sous-traitais également avec un jeune enfant qui était disponible pour moi, et son revenu était autour de 300 francs par jour. Donc j'ai évolué comme ça. À un moment donné, je suis rentré également dans les prestations et les fournitures au niveau des services d'État, et qui est allé beaucoup vite, parce qu'en un temps record, je me suis retrouvé quand même très appréciable pendant le vivant du vieux, et j'ai commencé effectivement à prendre mon premier camion dans les années début 97, que j'ai payé mon premier camion. À combien? À 600 000 francs CFA. 600 000 francs CFA. 600 000 francs CFA, ce n'était pas un camion en bon état de circulation, c'était un camion pratiquement, je peux dire, épave, parce que les camions étaient stationnés dans un garage sous cale, et la personne en voulait se débarrasser. Mais comme j'étais déjà formé en maintenance, j'étais déjà formé en restructuration de véhicules, et je sais qu'un véhicule, bon, c'est pas une poubelle, mais dès lors que c'est pas, comment on appelle, c'est pas totalement irrécupérable, on peut revenir. Donc à 600 000 francs, je l'ai pris, et j'ai restructuré le véhicule, et je l'ai mis en marche. En tout cas, j'ai pris 3 à 4 mois pour le mettre en marche, et ça a marché, et puis voilà. Bon, donc un camion de transport de marchandises. Un camion de transport d'hydrocarbures, une petite citerne de 14 000 litres que j'ai acheté en état, et j'ai restructuré et je l'ai mis en route. Dès lors que j'ai commencé à mettre en route, parce que pour être transporteur, il faut une société. Non, il faut être légalement constitué. C'est-à-dire, pour avoir une carte de transport, il faut avoir un registre de commerce. Donc ça m'a obligé forcément à aller et prendre mon premier registre de commerce sous le numéro 18799A au niveau de la justice. Donc c'est ce qui fait que l'entreprise est créée en 1997, mais j'ai commencé à entreprendre en 1996. En 1996. Oui. Mais vous dites que vous n'avez pas reçu de soutien de votre père. Affirmatif. Mais où est-ce que vous avez eu l'argent au départ? Vous avez dit que vous avez commencé avec une petite table et tout ça. Parce que ça semble quand même assez incroyable que vous puissiez partir de rien. Non, j'avais un temps record. Quand j'ai décidé d'entreprendre, j'avais que 25 000 francs CFA. Donc il m'a permis de faire un cachet, et qui m'a permis encore d'avoir un bon rôle de livraison, et qui m'a permis aussi à payer une bascule pour pouvoir commencer à vendre les fruits et légumes. Et encore, à l'époque, c'était un peu facile. Ceux qui me connaissaient et puis connaissaient le papa mettaient à ma disposition des marchandises, notamment de la pomme de terre, des bananes. Ça veut dire que vous avez profité quand même de l'aura du papa, oui, même s'il ne vous a pas donné de l'argent. Bien sûr, bien sûr. C'est un numéraire, je n'ai pas reçu quand même le temps qu'il m'a mis au monde. Et la prestation aussi que j'ai reçue par son encadrement, c'est incroyable. On ne peut pas évaluer ça en matière numéraire. Voilà. En tout cas, depuis 1997, ça ne s'est plus arrêté. 1998, vous créez la société de transport et de commerce du Faso Sotrakoff.
2013, création de la société Koum Transport. 2014, création de la société Royale Logistique. 2015, création de la société Neroya Négoce. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes en tout cas l'un des grands patrons dans le domaine des transports au Burkina Faso. Quel est en filigrane le secret de cette réussite-là? Non, moi, ma propre personne n'a pas... je ne peux pas dire que j'ai réussi, pas du tout. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui sait quel chemin il faut emprunter pour à peu près avoir ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours souhaité être dans le milieu commercial après le changement de l'option qui m'a été convaincu par mon père. Dès lors que j'ai raccroché pour dire, bon, je ne peux plus, en tout cas, devenir comme un chèque. Donc, je me suis dit que le reste, il faut toujours prier Dieu pour que Dieu te montre le bon chemin. Et Dieu faisant les choses, tout ce que j'entreprends, je ne peux pas dire que c'est un succès, mais quand même, j'engrange des résultats où je peux toujours remercier le bon Dieu de m'avoir permis d'atteindre le haut niveau que je suis aujourd'hui. Et moi, mon plus grand souhait est de continuer à exceller, parce que dans la vie, il faut essayer d'être toujours le meilleur. Aujourd'hui, Issouf Maïga est un homme riche. Non. Dieu m'a permis de pouvoir... en tout cas, compter sur moi-même, compter sur moi. Et d'autres personnes qui également sont à mes côtés pour m'accompagner de jour comme de nuit. Mais être lisse, c'est de se suffire. Moi, non, pas du tout. Je ne peux pas imaginer ça du tout. Monsieur Maïga, mais on a envie de savoir, parce que c'est un milieu où, en tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression que pour progresser dans ce milieu-là, bon, avoir des marchés et tout ça, il faut bien sûr souvent user de méthodes qui ne sont pas trop catholiques. Il faut avoir des bras longs, avoir des entrées, soudoyer des gens. Est-ce que c'est des pratiques que vous connaissez et que peut-être auxquelles vous avez eu recours? Mon papa m'a appris l'honnêteté. Mon papa également m'a appris que dans la vie, il faut travailler en tout cas, il faut attendre les résultats de la sueur de ton front. Et mon papa encore m'a appris qu'il faut être très honnête. Au-delà d'être honnête, il faut toujours respecter tes engagements. Et encore, le travail bien fait. Aujourd'hui, c'est ce que moi je sais faire. Je sais que s'il y a un marché que je dois postuler, je postule. Si je suis le meilleur retenu, je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour qu'en tout cas, il pense toujours à moi. Mais pour être retenu, il faut connaître quelqu'un. Pas du tout. Je compte pas sur des soutiens personnels ou bien des individus. Non, je compte toujours sur la volonté de Dieu. Moi, dans mes prières, tout ce qui est bon pour moi, que Dieu le met à ma portée. Tout ce qui n'est pas bon pour moi, que ce soit en matière d'activité ou en évolution dans la vie courante, donc tout ce qui ne sera pas bien pour moi, je ne souhaite pas que Dieu le mette sur ma route. Monsieur Maïga, on a remarqué en tout cas que vous êtes resté, en tout cas beaucoup dans le domaine des transports, de façon générale. Est-ce que ça, ce n'est pas aujourd'hui aussi un défaut? Parce que quand on regarde, on a beaucoup d'opérateurs économiques du Burkina Faso qui ne diversifient pas leurs activités. Non, j'ai fait l'option. Ce que j'ai expliqué au départ, j'étais tablier. Ensuite, j'ai fait du commerce, du petit commerce. Et ensuite, il faut comprendre qu'on ne vient pas dans les transports, mais vite. Il faut avoir quelque chose pour pouvoir au minimum payer ton matériel roulant avant d'être transporteur. Donc, moi qui n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu une caution bancaire. Les banques sont toujours là. On peut vérifier dans toutes les banques que j'ai volé avec. Personne ne m'a cautionné jusqu'à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas eu à prendre du matériel également à crédit sans déposer une avance. Soit je paye au comptant, soit je passe par la banque. Je compte sur mes propres moyens. Je ne fais pas ce qui peut aller au-delà de ma capacité. Quand je peux, j'essaie de faire. Quand je ne peux pas, je laisse. Parce que je sais que quand vous comptez sur des humains comme nous, il peut se tromper. Il peut te promettre et ne pouvoir pas réaliser. Mais quand vous comptez sur le seul bon Dieu, qui est le maître suprême de la réussite sur cette terre, et le protecteur dans ce monde, vous arrivez à tout moment, vous remerciez le Seigneur et le bon Dieu. Mais ici, ce que je vais dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu, parce que jusqu'à présent, vous êtes dans le transport, aujourd'hui, vous avez atteint un niveau où peut-être il serait plus judicieux de diversifier en faisant autre chose en plus, parce que le secteur resté dans le transport, ça peut également être une source d'insécurité pour vos affaires. Non, c'est une option. J'ai fait l'option de rester comme prestataire spécialisé en matière de transport routier.
peut-être dans les prochains jours, je peux avoir d'autres opportunités dans d'autres matières d'affaires et je vais exceller. Mais j'ai fait l'option de rester dans le transport et surtout me spécialiser dans le transport parce que j'ai compris que notre pays, le Burkina Faso, est un pays enclavé, est un pays qui en dépend fortement du transport routier et la professionnalisation est une obligation. Donc par avance, on a pris bras de corps pour dire attention, nous ne pouvons pas rester dans le transport artisanal, il faut aller dans le transport professionnel. Je peux vous dire que à partir de 97-98, pendant même que j'avais une flotte de moins de 10 véhicules, mes véhicules étaient déjà sous satellite. Je sais où est mon véhicule, je sais quand est-ce qu'il arrive, je sais quand est-ce qu'il livre le client. Et j'ai des auditeurs externes également qui viennent m'auditer, étant dit même que c'est mon entreprise propre à moi, ils viennent regarder est-ce que j'ai des bonnes pratiques. Donc c'est ce qui me permet de continuer à regarder et nous avons notre vision. Notre vision vraiment c'est d'exceller dans le transport routier au Burkina Faso. Aujourd'hui, votre flotte, il y a combien de véhicules dans votre flotte? Non, actuellement je ne peux pas dénombrer étant donné que nous avons des plannings qu'on arrive à exécuter. Nous avons des plannings également que nous avons souvent des difficultés d'exécution, soit pour des délais de retard de livraison ou des difficultés d'accès au financement et on est obligé de recaler l'investissement. Sinon aujourd'hui les 4 entités quand même est représentatif. Mais nous ne sommes pas le meilleur, le top des tops des transporteurs. Vous ne voulez pas nous dire combien de véhicules vous avez, on a compris. Alors, M. Maïga, parlons aussi de la situation du secteur des transports aujourd'hui. On sait qu'on a toujours reproché, en tout cas à notre secteur des transports, d'avoir un parc assez vieillissant. On a vu d'ailleurs en 2011, si je ne m'abuse, l'accompagnement de l'État qui avait décidé, donc, en tout cas, d'accompagner les acteurs du transport pour l'acquisition de véhicules neufs, en suspendant, en exonérant en tout cas ces opérations-là des taxes notamment. Quel a été l'impact de cela sur le milieu du transport? Est-ce que véritablement ça a profité aux acteurs du transport? Oui, je peux dire oui, parce que de ma connaissance, depuis le temps de la Révolution, le gouvernement s'est soucié de la professionnalisation du secteur du transport. Les premières opérations que j'ai connues avec mon papa à l'importation des véhicules en exo, c'était à l'époque, dans les années 85. J'étais toujours à l'école, mais nous avons appris qu'il y a eu une exonération d'importation de véhicules sans droit de douane. À l'époque, il n'y avait pas la TVA. Ensuite, nous avons également j'ai participé avec mon papa en 1999 l'exonération d'importation des bus. J'ai vécu ça également avec lui. Ensuite, autour des années 2001, j'ai vu l'exonération d'importation des 100 camions de transport de marchandises suite à la crise ivoirienne. Alors, après la crise ivoirienne, il y a eu beaucoup d'engouement dans le transport. Il y a eu la dévaluation aussi qui a dégradé le niveau matériel des moyens roulants des transporteurs, qui à un moment donné n'arrivaient plus encore à prendre des véhicules neufs, mais prenaient des véhicules au revoir France, qui est déjà amorti en Europe, qui sont versés un peu les véhicules de seconde main. De seconde main, voilà, qui sont également versés dans notre marché. Donc à un certain moment donné, effectivement, quand on fait l'analyse du niveau matériel du véhicule, ça laisse à désirer. Donc c'est ce qui a encore fait... En tout cas, dans les années 2010, on parlait d'une moyenne d'âge de 17 à 20 ans. Dans les années 2010, la moyenne d'âge, si je ne me trompe pas, ça tournait autour de 21 ans. Parce que ce sont des véhicules importés de 1990. En 2010, vous avez toujours les 20 ans. Et les véhicules importés au revoir France également, ce sont des véhicules. Donc, si vous prenez 2010 et le renouvellement de 1985, ça vous fait déjà de 25 ans. Donc, de là également, le gouvernement a toujours été soucié de la modernisation du transport, ce qui les a amenés en 2011 donc bien avant 2011, ils ont voté la loi de 2008, la loi d'orientation sur les transports qu'on appelle LOT de 2008, qui parle de façon générale des transports et comment moderniser les transports. C'est suite à ça maintenant que les syndicats à l'époque, l'OTRAF, nous avons eu des langues avec le gouvernement pour regarder comment nous pouvons rajeunir un peu le parc. Et il y a eu l'opération en 2011. Est-ce que ça a eu un impact? Oui, ça a eu un impact en 2011. Il y a eu, si je ne me trompe pas, c'est 400 ou 600 camions, 200 camions de transport d'hydrocarbures et 400 camions de transport de marchandises. Et ça a galvanisé l'effet productif de cette opération
à galvaniser les transporteurs, à mieux comprendre qu'ils peuvent s'intéresser, en tout cas qu'ils peuvent faire les opérations avec des véhicules neufs. À l'époque, les 200 camions d'hydrocarbures, il y a eu un engouement de 200%. C'est 200 camions sur place, il y a eu un engouement de 400 camions. Donc l'importation a été effective au niveau du transport des hydrocarbures. Au niveau des transports de marchandises également, ça a été, en tout cas, moins suivi, mais au finish, avec pluriannuel, ça a été un succès à ce niveau. Donc ce qui fait encore que nous avons vu les difficultés que les transporteurs enregistrent pour s'équiper en véhicule neuf, vu les contraintes d'accès au financement, et donc nous avons encore plaidé pour une nouvelle opération d'importation qui a consisté à mettre encore sur place les 900 véhicules de transport en 2016. Ok. Monsieur Maïga, on va évoquer à présent votre engagement au niveau associatif, mais aussi syndical. Comme je le disais, donc, depuis 2005-2010, vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTRAF, l'organisation donc des transporteurs du Faso. Il y a également, dans la même veine 2010-2015, vous êtes passé de secrétaire général adjoint à secrétaire général. Et depuis 2015, vous êtes le président. L'OTRAF qui a été donc créé, c'est le syndicat, disons, des transporteurs. Voilà. Avec quelle mission à l'époque de sa création? Alors, ce que je peux dire, l'OTRAF est créé en 1995 avec un premier récépissé de 1996. Moi, le papa étant transporteur, je suivais l'actualité également du monde syndical et je savais très bien que la seule personne morale qui peut défendre les transporteurs de façon collective, c'est le syndicat. Donc, quand effectivement j'ai commencé à y aller et à voir l'évolution de mon parc, par la grâce de Dieu, donc j'ai adhéré automatiquement au niveau de l'OTRAF en 2000. J'ai adhéré en 2000, je me rappelle très bien au moment où je partais m'adhérer à l'OTRAF. En tout cas, je pouvais compter 10 véhicules. 10 véhicules en 2000. Effectivement, également, avec la disponibilité du premier président Sankara, nous avons pu être encore coachés comment défendre les intérêts moraux et matériels des transporteurs. En tout cas, depuis 2015, comme je l'ai dit, vous êtes le président. Un mandat, il faut le dire, marqué par beaucoup de crises, des crises à répétition. Depuis pratiquement de longues années, le Burkina vit au rythme des groins internes au sein des acteurs de transport. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Les chauffeurs routiers, en l'occurrence, demandent votre départ. Pourquoi vous êtes tant contesté, M. Maïga? Non, seul le plaignant a ses raisons. À ces raisons, et dans la vie, nul n'est satisfait. Et dans la vie, quand on est apprécié, c'est une erreur. Et quand on est critiqué, c'est un avantage que vous avez à perfectionner les manquements ou les griefs portés à votre personne. De ce que moi je sais, en 2015, quand on est arrivé à l'OTRAF, nous avons contribué à améliorer le niveau du travail de tous les transporteurs. Et vous voyez que la plainte ne vient pas des transporteurs, la plainte vient des chauffeurs. Les chauffeurs routiers. Ils ne sont pas dans le même milieu. Ils vous reprochent notamment, entre autres, d'organiser notamment la gestion du fret en votre faveur. Selon eux, vos camions traînent moins au port, par exemple, voilà, pour le fret. Non. Est-ce que vous avez une gestion partielle de la chose? Pas du tout. C'est ça que j'ai dit. Il aurait voulu que les griefs soient portés par les transporteurs membres de l'OTRAF. En ce moment, il a le droit de se faire valoir, soit dans une assemblée ou par une note introductive, le bureau exécutif allait analyser. Maintenant, j'ai plutôt assisté à une grogne des chauffeurs non maîtrisés. Et quand on va dans le fond pour regarder, on me reproche d'une gestion du fret de façon illégale. Et la gestion du fret n'est pas dédiée à l'OTRAF ni à ma personne. La gestion du fret est dédiée au Conseil burkinabé des chargeurs. C'est la seule institution garant du trafic à destination du Burkina Faso. Donc si je n'ai pas la main de quelque chose et on vient me dire que non, je fais une mauvaise gestion, étant dit que le syndicat, c'est une organisation privée qui accompagne le monde dans ce secteur-là. Et nous avons trouvé que nos prédécesseurs ont fait un travail. Ce n'est pas par mon mandat ou notre mandat que nous avons mis en place un bureau au niveau portier. Les bureaux au niveau portier existent depuis les années 90. Nous avons seulement que perfectionner pour regarder avec la modernisation actuelle qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Donc c'est ce qui nous a amené. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit l'équité dans la gestion du fret? S'il veut être honnête, il peut vous dire que c'est équité. Parce que qu'est-ce qui est équité?
il y a les textes burkinabés, il y a les textes IPRA national. Le trier. Le trier de 1982 dit que la gestion du fret revient au pays de destination. C'est-à-dire que c'est à partir du Burkina qui doivent désigner qui doit gérer leur fret. Et la gestion du fret, l'État l'a confiée au Conseil burkinabé des chargeurs. Étant les transporteurs qui sont les principaux concernés dans l'évacuation du fret à destination du Burkina, effectivement, l'OTRAF, à l'époque, même avant l'OTRAF, ils ont eu l'opportunité de rester à côté du CBC pour organiser, pour éviter les truchements. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est un cahier d'enregistrement d'ordre d'arrivée, qui n'est pas contraignante. Pourquoi ce n'est pas contraignante? Le commerce est totalement libéral. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. À l'époque, au moment où l'OTRAF partait au port, sous l'appellation même d'autres syndicats, on n'avait que 3, 4, 5 importateurs au Burkina. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter le nombre d'importateurs au Burkina. Ce que vous voulez dire, c'est que quand le camion arrive au port, c'est par ordre d'arrivée, ils sont enregistrés? Normalement, ce n'est pas institué par le gouvernement, mais c'est institué par notre organisation. J'ai trouvé que l'OTRAF a une procédure de gestion au niveau du port, à travers son représentation, la représentation de l'OTRAF. À travers la représentation de l'OTRAF, tout transporteur désirant avoir les services de l'OTRAF est tenu de venir s'enregistrer pour annoncer son arrivée au port. C'est ce qu'on appelle le cahier d'enregistrement. Et tout importateur qui amène ses marchandises est obligé d'aller faire une déclaration du fret au niveau du CVC. Et CVC l'oriente vers l'OTRAF pour l'évacuation. Donc, en ce moment, un tiers est destiné aux représentants syndicats de pays de transit et les 2 tiers est destiné aux représentants des syndicats du Burkina Faso, qui est notamment l'OTRAF, qui est connu et qui avait reçu l'accompagnement du gouvernement dans ce sens-là. À partir de là, c'est l'ordre d'enregistrement qui est considéré. Et la précision que moi je vais apporter, moi j'ai embrassé le transport marchandises en 2001. À l'avantage de la crise ivoirienne que j'ai commencé à faire le transport de marchandises. Et chaque fois, je sais que c'est à travers d'un enregistrement que nous partons. À défaut, c'est à travers d'un contrat. Aujourd'hui, mes camions qui vont vers le port, ce sont des contrats par avance. Notamment, je fais le transport de cyanure, qui n'est pas un transport à l'avatasseur ou un transport à la portée de tout le monde. C'est un transport de l'X. C'est un transport qui demande... C'est des produits sensibles. C'est des produits très sensibles, voilà. Le reste, en ce qui concerne le transport des hydrocarbures, nous avons un seul importateur qui est la Sonabi, où les sociétés basées à Ouagadougou, étant des opérateurs privés et libres, chacun est libre d'aller contracter un contrat avec Sonabi. Chacun est libre de suivre ses opérations. Il ne m'appartient pas, moi, de faire une distribution à ce niveau. Donc vous n'êtes en tout cas responsable de rien pour ce qui concerne donc ces accusations de gestion non équitable. Mais de toutes les façons, on a l'impression que l'entente est aujourd'hui impossible dans le secteur des transports. En août 2018, les 2 structures ont même été suspendues. Je parle de l'OTRAF et de l'UCRB, l'Union donc des chauffeurs routiers du Burkina. Après une énième crise, bien sûr, après quoi on a pensé que la paix était définitivement revenue. Mais cette année encore, les divisions ont refait surface, notamment dans le processus de mise en place d'une fêtière. Aujourd'hui, vous avez dit, vous avez été porté à la tête de cette fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, après une assemblée générale donc à Bobo-Dioulasso, c'était en février dernier. Mais aussitôt après encore, il y a la contestation d'autres acteurs qui décident de mettre en place une autre fêtière. Aujourd'hui, quel est le problème? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre, M. Maïga? Alors, peut-être c'est naturel, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, il y a l'histoire, il y a l'actualité. L'histoire, en 1995, le gouvernement s'est efforcé à réunir 4 syndicats qu'il a réunis pour faire OTRAF. Sinon, depuis 1958 jusqu'en 1988, il n'y avait qu'un seul syndicat, qui était le syndicat national des transporteurs de la Haute-Volta et du Burkina. Mais dans les années 90, entre 89 et 95, il y a eu jusqu'à 4 syndicats. Et le gouvernement a tout fait pour le mettre ensemble sous l'égide de son éminence, le regretté El Hadji Oumarou Kanazoé, et le grand PDG, éminent personnalité, en tout cas honorable, du monde du transport, El Hadji Barro Guéguénaba, et Ahmad Bagaré également, qui est le président d'honneur. Donc ils ont trouvé le moyen en 1995, ils ont pu taire quand même les divergences et ils ont mis en place l'OTRAF. Mais je vous dis que l'OTRAF n'a pas tenu 5 ans. Non. À partir de 1999, nous avons eu des dissidents. À l'époque, je n'étais pas membre. Le premier président de l'OTRAF le sait très bien. Tout le monde le sait très bien. En 1999, il y a eu de la dissidence. Il y a eu de la dissidence qui a proliféré
jusqu'à atteindre 18 plus le TRAF égale à 19 que nous avons recensé en 1918. Donc le gouvernement nous dit, nous ne pouvons pas travailler avec 19 structures. Trouvons une solution pour avoir encore une structure unique qui sera la seule interlocutrice. Mais nous sommes arrivés à trouver d'abord le point consensus avant de buter à une situation qui nous a traîné pendant un an. Mais au finish, à l'arrivée à Bobo Dioulasso, sur les 19 structures, 15 structures étaient présentes. Mais les 19, tous étaient convoqués. Toutes les 19 structures étaient convoquées à Bobo. Mais à l'arrivée, on n'a compté qu'avec les 15. Donc avec les 15, mais il fallait prendre une décision. Il fallait prendre une décision. Et cette décision a été prise. Et également, les autres également, bon, ils ont pris aussi leur route. Mais tous les 4 n'ont pas pris la même route. Il y a 3 qui ont pris une route. Donc, on s'est dit encore, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans mon analyse de la situation, je pense qu'il y a un problème d'ordre général du pays qui fait que ces problèmes... C'est l'anarchie, vous pensez? Non, en réalité... Parce que ceux qui ont fait dissidence estiment également que la procédure n'a pas suivi les normes, qu'ils n'ont pas été convoqués à temps, et tout ça, on a vu la sortie également à travers leur conférence de presse. Je ne fais pas une polémique, mais celui qui le dit ça a participé à tout. Il a participé à la sensibilisation. Il faisait partie des missionnaires pour la sensibilisation dans les 13 régions. Il n'a jamais manqué aucun atelier de toilettage des textes. Il n'a jamais manqué aucune réunion avec le ministère. Donc s'il sort pour dire qu'il n'a pas été convié à temps et que les choses se sont allées précipitamment, moi je ne peux pas l'évaluer. Mais la liste des présences peut en démontrer sa bonne foi. Et ma bonne foi, ou en tout cas la lecture que je viens de vous dire. Donc je ne peux pas dire que ça a été précipité. Non, pas du tout. On était tous informés que nous avons été reçus toutes les 19 structures 2 fois au niveau de la primature. Ils étaient tous là. Mais aujourd'hui, avec cette deuxième fêtière qui a été mise en place, est-ce que vous considérez que votre processus a été un échec? Pas du tout. Parce que l'objectif, c'était de parler d'une seule voix désormais. Non, l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir un seul interlocuteur. C'est ce que le gouvernement nous a demandé. Travailler à ce qu'on puisse avoir une seule structure interlocutrice pour pouvoir travailler. À l'arrivée, ce n'est pas un, mais c'est 2 qui est à l'arrivée. Il appartient encore à nous tous de regarder quelles sont les solutions qu'il faut apporter. Mais il n'y a aucune guerre au sein des transporteurs. On se connaît. De l'extérieur, ce n'est pas l'impression qu'on a. En tout cas, à travers les conférences de presse, on a l'impression que... Les sorties médiatiques n'est pas à cadrer avec la réalité. Je dis bien, les sorties médiatiques n'est pas à cadrer. Il y en a qui vendent des bonnes informations. Il y en a aussi qui vendent des informations qu'ils veulent. Il y en a aussi qui attendent et qui ne veulent pas dire qu'ils attendent, qu'ils entendent. Donc, il y a tout ça. Mais je dis et je précise... Certains de l'extérieur pensent que c'est peut-être une instrumentalisation et qu'il y a peut-être des ressorts politiques également qui font que vous ne pouvez pas vous entendre. Chacun a sa vision. Moi, je sais que dans l'union, nous gagnerons tous. Dans la division, on ne peut pas y arriver. Et nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes des transporteurs qui ont une mission de travailler à garantir l'approvisionnement efficace du pays. Si je vous prends par exemple un exemple, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui sont dans les transports qui ne comprennent pas. Quand vous regardez par exemple, je vous donne juste un seul exemple. Je vous en donne 2. Premier exemple, c'est la Sonabi. La Sonabi détient le monopole d'importation, de stockage de produits d'hydrocarbures. Il a externalisé simplement son transport pour permettre une opération d'envergure et que aussi les transporteurs burkinabés en profitent. Les opérateurs, les commerçants burkinabés en profitent. Alors, ça, c'est le premier exemple. Si Sonabi décide aujourd'hui de faire le transport pour son compte propre, c'est-à-dire que les transporteurs vont disparaître. Deuxième exemple, un commerçant, je ne veux pas citer de nom, un commerçant qui va en Chine, prendre ses marchandises de 10 000 tonnes, il n'a pas eu une contribution d'un transporteur pour faire sa transaction d'achat et l'acheminement jusqu'à un port. Est-ce que ce monsieur-là, qui a importé ces 10 000 tonnes, moi, en tant que président des transporteurs, je peux l'obliger pour lui dire qu'il lui fait l'obligation à ce que moi seul, je transporte ces marchandises. Il a le droit et la liberté de contracter un prestataire de son choix. Du reste, c'est matérialisé dans le décret 2014-683. L'importateur est libre de choisir un véhicule de son choix pour acheminer ses marchandises à
à destination. Oui. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec le gouvernement pour dire ce que vous avez dit, c'est vrai, mais nous ne sommes pas encore suffisamment organisés pour ouvrir le marché du transport. Si on ouvre le marché du transport à tel point, c'est les transporteurs des pays à façade maritime qui sont à la porte des ports qui vont Transporter toute la marchandise. toutes les marchandises. Par contre, ils ne contribuent pas pour notre pays. C'est ça. Ils ne participent pas à l'économie de notre pays. Faisons attention, sinon on va sombrer le milieu du transport. Mais ici, aujourd'hui, la crainte des citoyens burkinabés, on a l'impression que du jour au lendemain, on peut se retrouver et trouver des camions bloqués sur les routes qui empêchent en tout cas les déplacements. À chaque fois, c'est la manière de manifester. On a l'impression que quand les transporteurs ne s'entendent pas, eh bien, la manière de manifester, tout de suite, c'est de bloquer les routes avec les camions. Ça, quand même, c'est un problème, M. Maïga. L'édification de la nation, chacun a sa partition. Moi, je suis transporteur. J'ai pris Dieu et j'ai investi dans le transport. Je recrute des conducteurs qui sont chargés d'acheminer des marchandises et qui ne sont pas, qui ne devraient pas être hors de la loi. Ce sont des Burkinabés comme nous tous. Si moi, ayant la possibilité et l'accompagnement de Dieu pour pouvoir payer des camions, je ne passe pas pour prendre mes camions, barrer la route, et d'autres le font. Vous parlez des chauffeurs en l'occurrence. Alors, je pense qu'il doit y avoir un rappel à l'ordre. Et ce rappel à l'ordre-là ne me revient pas. Chacun a sa partition à jouer. Il appartient à l'État. Il appartient à ceux qui ont l'obligation de garder la quiétude de la population et la quiétude des entrepreneurs et d'assumer leurs responsabilités. Mais ici, est-ce que ce n'est pas une illusion de penser un jour qu'on peut mettre les chauffeurs et leurs patrons dans la même fêtière? Parce que vos intérêts sont divergents. Non. Bon, ce que moi je peux dire, c'est deux fonctions différentes. Nous, transporteurs, nous sommes des commerçants. Nous sommes des commerçants. Ensuite, nous sommes des transporteurs. J'ai tantôt expliqué que pour arriver dans les transports, il faut avoir les moyens, au moins, d'avoir ton équipement. Alors, ils se sont des travailleurs. Et vous employez les chauffeurs. Voilà, ils sont des travailleurs. Même à la maison, il y a le chef de famille. Et le chef de famille, il y a madame, et également il y a les ménageurs. Normalement, les ménageurs doivent savoir à qui parler. Et également, madame doit savoir à qui parler. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez vous mettre ensemble? Parce que les chauffeurs vous reprochent souvent, en tout cas, des griefs liés notamment à leurs conditions de vie, leurs contrats avec des salaires souvent précaires. Pensez que vous pouvez vous mettre ensemble? Est-ce que ça, ce n'est pas une illusion? Vous savez très bien qu'il y a la responsabilité collective, il y a une responsabilité individuelle. La responsabilité collective tendant à l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs a été déjà matérialisée depuis 2011 à travers une convention collective. Mais la responsabilité individuelle, c'est quoi? Je n'ai pas les moyens d'auditer chaque entreprise de transport pour regarder. Mais c'est là le problème, il y a beaucoup qui ne respectent pas cette convention collective. Oui, mais c'est un choix dans la vie. C'est un choix dans la vie. Vous étant un conducteur, vous êtes en train d'avoir un entretien d'embauche. Il vous revient aussi de demander à votre patron, est-ce que je serai affilié à la CNSS? Où est mon contrat pour que je signe? Même si le contrat verbal est accepté, quand même c'est votre droit. Vous pouvez demander. Mais vous, patron, vous pouvez aussi vous astreindre quand même à ce devoir de vous assurer que, en tout cas, vous offrez de bonnes conditions de travail à vos agents. En tant que structure fêtière, est-ce que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes le patron aussi, des patrons des transporteurs? Nous, on essaie de faire de notre mieux. Le travail, il faut analyser dans le fond. Il ne faut pas le prendre de façon superficielle. Aujourd'hui, je peux vous dire d'aller au niveau de l'administration pour essayer même de savoir quels sont les nombres de transporteurs. Personne ne pourra vous dire. C'est ça là qu'on doit aller vers la modernisation. C'est ça là qu'on doit signer pour organiser, pour assainir les secteurs. Là, demain, moi, je peux dire, je connais ton patron, à travers même simple renseignement, je peux aller vers ton patron pour lui dire tant. Nous, nous faisons des sensibilisations des transporteurs, mais nous ne suivons pas dans leurs actions. Quand les transporteurs se lèvent pour aller recruter un chauffeur, il n'a pas besoin d'un quitus de la fêtière ou de l'OTRAF pour le prendre. Quand il ne paye pas son chauffeur, le chauffeur ne peut pas venir à la fêtière pour dire que mon patron ne me paye pas. Il doit aller à l'ICRB pour dire mon patron ne m'a pas payé, ça fait 2 mois, 3 mois. S'il fait ça, on va le virer. Mais c'est le rôle de l'ICRB d'accompagner ses membres vers leurs droits. Mais moi, mon rôle, par exemple, si un transporteur me dit aujourd'hui, j'ai un problème sur la patente a été doublée, comme ce que nous avons fait en 2019, en conjuguant nos efforts, l'Union a gagné, nous avons pu aller vers l'État pour dire, attention, il y a un problème. Il y a un problème.
Sur la TVM également, vous avez remarqué. Sur les carburants, vous voyez, ce n'est pas les transporteurs individuellement qui partent parler. C'est les syndicats qui se mettent ensemble pour aller plaider. Défendre les intérêts. Voilà, pour aller plaider. Ça, c'est la responsabilité collective. Mais la responsabilité individuelle appartient à l'entrepreneur qui entreprend et qui fait la promotion du transport, d'assurer le respect de tous les textes à la matière. Monsieur Maïga, on va parler d'actualité. Actualité marquée par la reprise, bien sûr, des activités. On reste dans votre domaine, les activités de transport passager entre, en tout cas, les centres urbains du Burkina Faso. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un ouf de soulagement pour vous, parce qu'on l'a vu avant la réouverture. Vous avez dû calmer, en tout cas, beaucoup qui disaient qu'ils étaient prêts à manifester également parce qu'ils étaient asphyxiés. Quel a été l'impact de toutes ces restrictions prises depuis le 29 mars? Est-ce que vous avez pu l'évaluer? En tout cas, je vous remercie sur ce sujet, mais d'abord, je vais profiter, saluer les transporteurs pour les disciplines. Quand je dis ça, vous savez très bien que tout un travail, c'est une organisation. Nous avons été surpris par la prise de décision de la suspension du transport. Étant dit que le 17, on nous a demandé plutôt de limiter le transport. Le 17 mars, on nous a demandé de limiter le transport de 50 personnes par bus. Et le 23, il y a eu la suspension. Bon, nous avons adhéré parce que c'était un problème sanitaire. C'est un cas de force majeure. C'est un problème sanitaire qui nous concerne nous également. La pandémie n'est pas une personne. Et nous avons estimé notre impact économique et impact social. L'impact économique en matière de marge brute d'exploitation a été évalué autour de 656 millions par jour. Et nous avons eu à peu près 40 jours de bail, ce qui veut dire que ça nous donne à peu près 28 milliards de francs CFA de pertes pour les transporteurs. Ça, c'est en marge brute. Et au niveau du perte chaise, irrécupérable, incompressible, c'est une perte enregistrée. Nous l'avons évalué autour de 211 millions par jour. C'est 211 millions par jour, par 40 jours, vous avez les 8 milliards 800. Et également, nous saluons la reprise du transport voyageur qui a permis quand même, parce que nous sommes les demandeurs, c'est nous qui avons commencé à demander depuis le 2 avril. Que nous avons, à reprendre. Voilà, nous avons, parce que la première décision de suspension courait jusqu'au 5 avril. Et à partir du 2, nous avons commencé la démarche avec le ministère, avec l'État, pour demander un assouplissement, une reprise sous condition. Mais à l'heure où je vous parle, la reprise est effective. Les mesures barrières, les transporteurs tentent de mieux pour contrôler. On va y revenir. Ok, donc, mais il y a un autre pan de transport qui est toujours bloqué, notamment le transport du guet, de l'aviation. Parce que là, ça ne dépend pas, ce n'est pas un transport intérieur, c'est un transport international par voie aérienne. Donc, dès lors que les avions ne commencent pas à reprendre, c'est bloqué. Mais justement, le respect des mesures barrières, ce qu'on a remarqué dès le lendemain, nous avons fait des constats dans certaines gares. On a vu que les mesures barrières ne sont pas respectées. Non seulement, même le nombre de passagers n'est pas respecté. On avait dit les cas de 70 places, je crois qu'il y a 10 en moins. Mais manifestement sur le terrain, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'au niveau en tout cas de la fêtière, vous essayez également de faire la police dans vos rangs? Il y a eu une révision de l'estage du nombre de passagers qui est passé à 30%. Pour un cas de 70, il fallait embarquer plutôt 56. Alors, j'ai constaté avec amertume quelques compagnies qui n'ont pas respecté les mesures, mais la plupart, la majorité ont respecté. Mais ça nous fait encore toujours un appel. Parce que dès lors que nous avons 3 signataires, on ne sait pas d'où vient le problème. C'est pour ça qu'il y a l'État. Oui, il y a l'État, il y a la FENAT, il y a la fêtière et puis il y a les hauts conseils. Ça fait 4 signataires, le gouvernement est là pour nous autoriser. Et il y a 3 entités qui doivent rentrer en marche. Et moi, je ne pense pas que les constats venaient du côté de la fêtière. Mais c'est dommage, mais par la suite, j'ai vu que les transporteurs ont pu rattraper parce que nous, au niveau des gares publiques, on a mis une cellule de veille pour qu'aucun car ne quitte la gare sans respecter le nombre de passagers et les mesures barrières. Jusqu'à présent, nous sommes en train de travailler pour regarder comment nous pouvons quand même contrôler la fluidité et contrôler même le trafic du transport voyageur. Mais nous sommes en train de regarder parce qu'il faut une concertation mûrie avant de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous partagez les craintes de certains qui estiment que tel que l'assouplissement a été fait, il y a les risques de rebond? Et s'il y a rebond, il y a forcément, parce que le Premier ministre l'a indiqué, l'État se réserve le droit de revenir sur les mesures d'assouplissement. Est-ce que ça c'est une crainte pour vous aujourd'hui?
Non, moi je suis optimiste toujours. J'ai toujours été optimiste parce que moi je me dis que les Burkinabés, de la manière qu'ils ont conjugué les efforts pour faire la barrière à cette pandémie-là, nous allons vaincre. Ça, il n'y a même pas de doute. Et moi je sais réellement, si réellement, je dis bien si réellement, l'éradication du coronavirus va passer par les mesures barrières, ce que j'appelle tout le monde à respecter. En tout cas, en ce qui concerne nous, côté transport voyageurs, et côté transport de façon globale, nous allons faire le maximum pour respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, si c'est par manque de port du casse-nez qu'il y aura une propagation du coronavirus, je pense que ça sera hors de nous parce que nous avons réfléchi jusqu'à en allant remettre des casse-nez aux conducteurs pour qu'ils puissent partager entre eux et encore les donner du savon pour qu'ils quand même ils puissent s'approprier des mesures barrières. Quand vous regardez l'évolution de la maladie aujourd'hui, je ne parle pas, on va quitter le domaine des transports, en tant que simple citoyen au Burkina Faso, qu'est-ce que ça vous laisse en tout cas comme réflexion? Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'aujourd'hui le plus dur est passé et qu'on ne risque rien, ou bien est-ce que vous êtes de ceux qui sont toujours inquiets? Non, moi je ne suis pas inquiet parce que la vie est une lutte. De la manière que le gouvernement lutte, nous, population, nous devrons accompagner le gouvernement dans cette lutte-là. Qui a peur n'a point de résultat. On doit être optimiste. On doit vaincre cette maladie-là. Et moi, je suis persuadé que les jours meilleurs, c'est en un clin d'œil que ça va venir. Monsieur Maïga, il y a également cette semaine le report de la rentrée scolaire. Énième report, on peut le dire. Désormais, donc, les élèves en classe d'examen vont rentrer le 1er juin. Pour les élèves dans les classes intermédiaires, pour le moment, il n'y a pas de date. Ça renforce les craintes d'une année blanche chez beaucoup de Burkinabés. Vous êtes également un parent d'élèves. Est-ce que vous partagez ces craintes-là aujourd'hui? Oui, effectivement. Bon, j'attends du gouvernement pour qu'ils analysent dans le fond pour regarder, quitte à se rattraper. Sinon, déjà, quand on part jusqu'en début juin, donc ça fera déjà 2 mois et demi sans cours. Donc la solution appartiendra aux hommes de la pédagogie pour réfléchir, pour regarder comment nous pouvons faire après Covid s'il y a des rattrapages. Sinon aujourd'hui, sans rattrapage, bon, de mon analyse propre, je Surtout pense qu'en juin, beaucoup disent qu'on sera dans la saison des pluies et qu'il y a beaucoup de zones où dès que les pluies commencent, la plupart du temps, l'école devient difficile. Bon, moi, parce que c'est des zones difficiles d'accès. Je fais foi au gouvernement parce que j'ai vu un peu l'année passée avec le terrorisme, c'est du Sahel, on a déporté carrément les dates d'examen. Je pense qu'il y a eu ce genre de scénario encore peut être envisagé pour éviter l'année blanche si ça colle avec le cadre pédagogique. Bon, à défaut, nul n'est tenu. C'est un cas de force majeure, c'est une situation mondiale et on comprendra. On fera avec. Ouais. L'insécurité, M. Maïga, qui semble en tout cas grandir ces derniers temps. Au moment où on parle du coronavirus, on a l'impression également que les forces du mal continuent leurs besoins et gagnent du terrain à l'est et au nord. Comment vous vivez cette situation aujourd'hui? Bon, très difficilement, parce que depuis pratiquement 2017, nous, transporteurs, nous avons des difficultés pour couvrir toute l'étendue du territoire qui est dévolue à notre mission. Nous nous sommes chargés d'amener là où on a un problème d'inaccessibilité. Là où la route fait défaut, nous nous sommes chargés de livrer. Aujourd'hui, depuis 2017, une bonne partie du Sahel n'est pas, en tout cas, desservie par les transporteurs. Une bonne partie du nord également n'est pas desservie par les transporteurs. Une partie également du Boukoul du Mou n'est pas desservie par les transporteurs. Et quelques ponctions du Cascade, la région des Cascades n'est pas desservie par les transporteurs. Donc, pourtant, les transporteurs, nous sommes le relais humain entre les communes et les villages. Donc, si cela est coupé, c'est un grand problème. Notre souhait est que Dieu puisse accompagner notre gouvernement et nos FDS pour qu'ils puissent faire face au terrorisme, pour qu'ils vraiment ils laissent notre pays tranquille, pour qu'on puisse continuer et reprendre à vivre comme d'antan. Le Burkina est un pays convivial, c'est ce que nous souhaitons retrouver. Et des transports. Vous pensez que aujourd'hui c'est possible? Rien n'est impossible. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez foi qu'on arrivera véritablement
à pacifier, à reconquérir ces zones-là et à les pacifier? Oui, un Burkinabé reste un Burkinabé. Moi, le temps qu'il prendra, je souhaite que Dieu puisse nous accompagner pour qu'on raccourcisse, mais pas question qu'on puisse régresser. Nous avons des zones ultra sensibles qu'on nous demande de livrer et nous sommes toujours prêts à y aller. Et donc c'est ça aussi, c'est notre nation, c'est nous qui devrons travailler à les gagner confiance et qu'encore le courage de la population puisse ancrer dans l'engagement des FDS pour y arriver. Si nous, population, nous nous décourageons, c'est un laisser-aller, ça ne peut pas y aller. Monsieur Maïga, pour finir, un dernier point, le maintien du calendrier électoral. Beaucoup s'inquiétaient. Est-ce qu'on va pouvoir voter le 22 novembre? Visiblement, les doutes sont levés. L'opération d'enrôlement, en tout cas sur la liste électorale, a repris. L'Office national d'identification également, en tout cas, s'affaire pour la relance de ses activités. Ce maintien de ce calendrier électoral aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous réjouit ou est-ce que vous estimez qu'il y a plus urgent, comme certains le pensent? Non, moi je ne suis pas politicien, mais j'ai entendu beaucoup de politiciens dire qu'il est impératif pour que la date du 22 soit effective. Que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition et que ce soit aussi souvent des civils. Beaucoup ont dit qu'on doit tout faire pour y arriver. Et si ne pas voter le 22 peut être source d'impasse, vaut mieux conjuguer les efforts pour que le 22 soit une date effective et une date de réjouissance pour les Burkinabés. Parce qu'aller en impasse encore, je pense que ça n'arrangera personne sur le plan national. Monsieur Maïga, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. En rappel, mesdames et messieurs, l'invité ce soir était monsieur Issoufou Maïga, président national de l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso et de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sur la Brèche.